Continuons notre réflexion sur la structure sociale. Et vous verrez que cette partie-là ne va pas être facile pour moi parce qu'il faut parler allemand et avec l'accent allemand. Et là-dessus, je suis pas au point. À la fin du 19e siècle naît Weber. Sa mère ayant passé 72 heures en salle d'accouchement, le petit Weber mesurant tout de même 80 cm pour 8,2 kg, sa mère donc décida de l'appeler Max, Max Weber. Max voit bien qu'il y a ceux qui détiennent le capital et ceux qui détiennent leur force de travail. Il ajoute qu'il y a ceux qui ont de forts revenus et ceux qui ont de faibles revenus. Et il y a des intermédiaires qui ne sont pas si peu nombreux que cela. Alors oui, on peut parler de classe sociale, mais il n'y a pas que deux classes sociales. Et puis d'accord, il y a des inégalités économiques qui structurent la société, comme l'a remarqué Karl Marx, mais il n'y a pas que cela. Le monde, selon Max Weber, est beaucoup plus complexe. Max, alors c'est celui du monde imaginaire. Max était tombé amoureux d'une danseuse de cabaret qui s'appelait Bernadette. Prononcée Bernadette, elle est allemande. À Berlin, tous ou presque la connaissaient. Pourtant, elle venait d'une famille ouvrière. Mais elle avait toujours voulu échapper à sa condition. Alors qu'elle dansait sur les trottoirs de l'avenue Unter den Linden, elle se fit remarquer par von Fell in dem Flauen Magnifizieren, Jürgen de son prénom, un célèbre tenancier de cabaret. Elle devint la célèbre Frau Beine in der Luft, ce qui, si je ne me suis pas trompé avec Google Traduct, veut dire la dame avec les jambes en l'air. Un soir, Max se fit la réflexion suivante. Bernadette gagne peu, autant qu'une ouvrière, mais sa notoriété et son style de vie lui donnent une place supérieure dans la société. Le prestige permet donc, lui aussi, de hiérarchiser la société. Et comme les artistes se fréquentent entre eux, que les chercheurs se fréquentent entre eux, que les politiciens se fréquentent entre eux, et à l'extrême que les mendiants se fréquentent entre eux, ils constituent des groupes homogènes en termes de style de vie et donc de prestige. Marx en déduisit que parallèlement aux classes sociales, il y avait des groupes de statut, c'est ainsi qu'il les nomma, qui rendaient plus complexe encore la structure sociale, les groupes de statut étant donc fonction du prestige. Et alors qu'il en était à ses réflexions, en marchant le long du Danube, alors je rappelle, pour tout le monde, enfin je le dis en tout cas pour tout le monde, il a bien marché, parce que le Danube, ça doit être à 400 ou 500 km de Berlin. Mais c'est ça la science, ce sont des hommes et des femmes qui donnent tout pour le savoir et qui ne comptent pas leurs pas. Donc alors qu'il était en train de marcher le long du Danube, il rencontra un vieil ami d'enfance, Rudi Fowler. Rudi était lui aussi fils d'ouvrier. Dans l'Allemagne du 19e siècle, il y a beaucoup d'ouvriers et donc beaucoup d'enfants d'ouvriers. Mais le soir, Rudi dirigeait aussi la cellule du Parti communiste d'Ingolstadt. Après maints verres de bière et de schnapps, alors qu'ils se retrouvaient tous les deux dans le lit moelleux d'une auberge au bord du fleuve, Max se dit : la politique aussi hiérarchise la société. En raison de leur pouvoir, des leaders politiques sont plus que de simples citoyens. Un bourgmestre, un maire, est plus qu'un simple citoyen, etc. Donc, parallèlement aux classes sociales et aux groupes de statut, les partis politiques structurent aussi la société. La société ne serait donc pas, comme le voyait Karl Marx, polarisée avec deux classes antagonistes. Elle est difficile cette phrase-là. Traduction, il n'y a pas d'un côté les bourgeois et de l'autre les prolétaires qui ont des intérêts opposés. La société serait hiérarchisée en fonction de trois ordres, économique, social et politique. Et chaque individu serait caractérisé par sa place dans les trois ordres. En conclusion, il n'y aurait pas deux classes qui s'opposent avec l'une qui dominerait l'autre, mais une multitude de petits groupes, de petites strates, pour employer un terme de géologie, qui s'empilent les uns sur les autres. Cela n'empêche pas qu'il y ait plus de monde en bas qu'en haut. Mais à la différence de Karl Marx, pour qui il était difficile pour un individu d'échapper à sa condition, dans le monde tel qu'il est vu par Weber, les actions individuelles permettent de s'élever ou de descendre sur l'échelle de la société. Alors, dans le vrai monde qui est le nôtre, du vrai Marx ou du vrai Weber, qui a eu raison ? C'est très difficile à dire, parce qu'ils n'écrivent pas dans les mêmes pays, et donc ne voient pas tout à fait la même chose. Marx est en France, puis surtout en Angleterre. Marx est allemand, mais il s'est exilé. Weber est en Allemagne. Et ils n'écrivent pas tout à fait à la même période. Marx est au milieu-fin du 19e siècle, Weber est à la fin du 19e, début 20e.
Enfin, Marx sera le père théoricien du communisme, donc l'extrême gauche, tandis que la sociologie de Weber est plus associée à la droite. Chez Marx, la société nous conduit là où elle doit nous conduire, il est difficile d'échapper à son destin social, c'est le déterminisme social. Chez Weber, le devenir d'un individu est avant tout le fruit de ses actions. Chez Marx, les exploiteurs et les exploités, à un moment donné, ont conscience de leur unité, et ils finissent par lutter entre eux. Chez Weber, les strates sont tellement nombreuses que ça ne peut pas vraiment être le cas. Il ne met pas de côté le fait que ça puisse être le cas, mais c'est quelque chose de minime.